Imaginez franchir le seuil du siège social d'une entreprise qui vient tout juste de sortir de la guerre la plus destructrice de l'histoire. Les usines sont en ruine, les ingénieurs dispersés, la réputation en lambeaux, les finances quasi épuisées. Et dans ce contexte de défaite totale, un homme extérieur à la compagnie, un importateur de voitures qui ne conçoit ni ne fabrique rien, entre dans une salle de réunion à Stuttgart. Il pose sur la table une proposition tellement insensée que les dirigeants se regardent entre eux, cherchant la manière la plus polie de la rejeter. Cet homme dit qu'il veut que Mercedes fabrique une voiture de course pour la rue. Pas une voiture au look sportif, une vraie voiture de course, avec les mêmes performances que celles qu'utilisaient les pilotes professionnels, pour que n'importe quelle personne avec suffisamment d'argent puisse la conduire de chez elle à son travail. Les ingénieurs de Mercedes l'écoutent et pensent que cet homme a perdu la raison. Mais cet homme avait raison. Et la voiture que personne ne voulait fabriquer est devenue l'automobile la plus importante de la seconde moitié du XXe siècle. Voici l'histoire de la Mercedes-Benz 300 SL. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre ce qu'était Mercedes-Benz en 1952. Ce n'était pas la marque qu'elle est aujourd'hui. Ce n'était pas une entreprise solide et sûre d'elle, forte de décennies de gloire accumulée. C'était une société qui avait survécu tant bien que mal à une catastrophe historique. Les usines de Sindelfingen et d'Unterturkheim avaient été bombardées de manière systématique par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements n'avaient pratiquement rien laissé debout. Les chaînes de montage étaient détruites, les plans d'ingénierie perdus ou confisqués. Les meilleurs ingénieurs morts au front ou disparus dans le chaos de l'après-guerre. En 1945, la situation était si grave que Daimler-Benz, la maison mère de Mercedes, en vint à se demander si cela avait encore du sens d'exister en tant que constructeur automobile. Les dirigeants parlaient à voix basse d'une liquidation possible, de vendre le peu qu'il restait, du fait que le temps des grands constructeurs allemands était peut-être révolu à jamais. Ce qui a sauvé l'entreprise, ce n'est pas un plan stratégique brillant ni une injection de capital de la part d'un investisseur providentiel. Ce qui a sauvé Daimler-Benz, c'est le travail silencieux et obstiné d'un groupe d'ingénieurs qui ont refusé d'accepter que tout était fini. Des hommes qui ont déblayé les décombres de leurs propres mains et ont recommencé à reconstruire à partir de zéro, dans des hangars qui sentaient encore le brûler. Le plus important de ces hommes s'appelait Rudolf Uhlenhaut. S'il y a un personnage dans cette histoire qui mérite que le monde connaisse son nom, c'est bien Rudolf Uhlenhaut. Ce n'était pas le directeur général, ce n'était pas l'homme qui apparaissait dans les journaux. C'était quelque chose de beaucoup plus rare et de bien plus précieux. C'était le meilleur ingénieur automobile de sa génération et en même temps, le meilleur pilote d'essai que l'entreprise ait jamais eu. Né en 1906 d'un père banquier allemand et d'une mère anglaise, Uhlenhaut possédait cette combinaison peu fréquente d'un cerveau analytique et de mains expertes. Il pouvait calculer le comportamento d'une suspension sur le papier, puis monter dans la voiture et le ressentir dans son corps avec la même précision. Les pilotes de course de l'époque disaient qu'Uhlenhaut était plus rapide sur circuit que n'importe quel pilote engagé par l'usine. Et eux, ils étaient payés pour courir. Uhlenhaut, lui, était payé pour concevoir. C'était le même homme. C'est Uhlenhaut qui a dirigé les efforts de reconstruction technique après la guerre. C'est lui qui a convaincu les dirigeants que Mercedes pouvait revenir à la compétition. C'est lui qui a conçu le programme de course qui allait rendre à la marque la crédibilité que les bombes lui avaient volée. En 1952, Mercedes fait son retour en compétition avec le modèle W194, un pur prototype de course qui n'avait ni tchego d'une voiture de tous les jours. Un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres, l'injection directe de carburant, à une époque où presque toutes les voitures de course utilisaient des carburateurs. Une carrosserie en aluminium si légère qu'elle semblait pouvoir voler. Et un châssis multitubulaire, une cage de tubes d'acier soudés qui formait la structure de la voiture, si rigide et si léger qu'il n'avait d'équivalent chez aucun concurrent de l'époque. La W194 a gagné à Le Mans. Elle a gagné à la Carrera Panamericana au Mexique. Elle a gagné et elle a gagné partout où elle s'est alignée. Et les passionnés d'automobile du monde entier ont recommencé à parler de Mercedes avec le respect que la marque inspirait avant la guerre. Mais la W194 était un prototype de course. C'était un instrument de laboratoire sur roue. Elle n'avait pas de chauffage. Elle n'avait presque rien qui la rendait habitable pour un usage normal. C'était une machine à gagner, pas une machine à vivre. Et c'est ici qu'entre en scène l'homme qui a tout changé. Maximilian Edwin Hoffmann est né à Vienne en 1904. Il avait été coureur cycliste dans sa jeunesse, puis pilote de voitures de sport aux années de sa plus grande ambition.
Après la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il a survécu en fuyant l'Europe que Hitler était en train de détruire, il est devenu le plus important importateur de voitures européennes aux États-Unis. Son bureau se trouvait sur Park Avenue, à New York. Sa clientèle se composait d'architectes renommés, d'acteurs de Hollywood, de pilotes de ligne, de jeunes cadres qui gagnaient bien leur vie et voulaient autre chose que les énormes Cadillac et Buick qui dominaient les routes américaines des années 50. Des personnes qui avaient Putechest-Voval en Europe et avaient vu que le monde de l'automobile était plus grand et plus intéressant que ce que Détroit leur offrait. Hoffman importait Porsche, il importait Jaguar, il importait Alfa Romeo. Il avait un flair extraordinaire pour savoir ce que ce client spécifique voudrait avant même que le client ne le sache lui-même. Et en 1952, lorsqu'il a vu les photos de la Mercedes W194 courir à Le Mans, il a eu une certitude immédiate et absolue. Il voulait cette voiture, pas pour la course, pour la rue. Il s'est rendu à Stuttgart, il s'est assis en face des dirigeants de Daimler-Benz. Et il leur a expliqué son idée avec le calme de quelqu'un qui a déjà la réponse avant de poser la question. Il leur a dit qu'il y avait un client aux États-Unis, des milliers de clients, qui paieraient n'importe quel prix pour conduire une telle voiture. Que le marché américain était affamé de quelque chose que Detroit ne pouvait pas lui donner. Que les performances et le design européen étaient exactement ce que cet acheteur recherchait. Et que si Mercedes fabriquait une version de la W194 adaptée à la route, il garantissait personnellement la vente d'un nombre minimum d'unités avant même que la première voiture ne sorte de l'usine. Les dirigeants de Mercedes l'ont écouté politesse et scepticisme. La proposition présentait des problèmes évidents. La W194 était une pure voiture de course. La transformer en voiture de rue exigeait des modifications énormes, du chauffage, de l'insonorisation. Suffisamment d'espace pour que deux adultes puissent entrer et sortir sans l'agilité d'un acrobate. Des phares, un pare-brise, des essuie-glaces, tout ce dont une voiture de course n'a pas besoin parce qu'elle ne court que de jour et dans des uslovis contrôlés. Mais le plus grand problème, c'était le châssis. Le châssis multitubulaire de la W194 était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Une cage de tubes d'acier si intriquée et si efficace qu'elle donnait à la voiture une rigidité structurelle qu'aucun châssis conventionnel ne pouvait égaler à poids égal. Sans ce châssis, la voiture ne serait plus la même. Elle n'aurait pas les mêmes performances. Elle ne serait plus authentique. Et ce châssis posait un problème fondamental pour une voiture de rue. Les tubes de la structure arrivaient exactement là où devait se trouver la part inférieure des portières. Pour que le châssis fonctionne, les tubes ne pouvaient être ni coupés ni déplacés. Ce qui signifiait que la solution normale, installer une porte qui s'ouvre depuis le haut du seuil vers l'extérieur, était impossible. La porte devait s'ouvrir d'une autre manière. Rudolf Uhlenhaut a étudié le problème pendant des jours. Et il est arrivé à une solution qui n'était pas élégante à l'origine. C'était une solution d'ingénierie pure, imposée par une contrainte qui n'avait pas d'autre issue. Les portes devaient s'ouvrir vers le haut, pas vers les côtés comme sur n'importe quelle voiture normale, vers le haut, comme les ailes d'un oiseau sur le point de s'envoler. La charnière ne serait pas sur le côté de la carrosserie, elle serait sur le toit, et la porte monterait vers le ciel en décrivant un arc jusqu'à se retrouver à l'horizontale au-dessus de la tête du conducteur. Quand les ingénieurs l'ont vu pour la première fois sur le prototype, personne ne savait vraiment s'il s'agissait d'un coup de génie ou d'une folie. C'était étrange. C'était différent de tout ce qu'on avait vu auparavant. C'était difficile à expliquer avec des mots. Mais quand on la voyait en mouvement, on n'avait plus besoin de mots. La porte montait et la voiture se transformait. Elle cessait d'être une automobile pour devenir quelque chose qui n'avait aucune catégorie préalable. Quelque chose qui faisait que les gens s'arrêtaient dans la rue et regardaient sans savoir exactement ce qu'ils contemplaient. Un journaliste américain qui a vu le prototype avant le lancement officiel l'a décrite comme les ailes d'une mouette en plein vol. Et ce nom, aile de mouette, Gullwing, est resté à jamais associé à cette voiture, bien que Mercedes ne l'ait ni Cogda officiellement utilisé. Hoffman a reçu les nouvelles du développement avec le même calme que lors de sa proposition initiale. Cela lui semblait parfait. Non pas parce que les portes étaient une solution élégante, c'était une solution d'urgence et il le savait, mais parce qu'il comprenait que sur le marché américain auquel cette voiture était destinée, l'inhabituel était parfois exactement ce qu'il fallait. Son client ne voulait pas du conventionnel, son client voulait quelque chose que personne d'autre ne possédait, et personne d'autre n'avait une voiture avec des portes qui s'ouvraient vers le ciel. Le 6 février 1954, Mercedes-Benz présente la 300 SL au Salon international de l'automobile de New York. Pas à Paris, pas à Francfort, à New York. Parce que Hoffman l'avait dit très clairement dès le début. Le marché principal de cette voiture, c'était l'Amérique.
Et l'Amérique l'a accueillie d'une manière que personne à Stuttgart n'avait pleinement anticipée. La foule se pressait autour de la voiture. Elle n'avançait pas, elle restait à regarder. Les journalistes ne savaient pas comment la décrire parce qu'ils n'avaient aucun référentiel pour la comparer. Les photographes faisaient la queue pour obtenir l'angle des portes ouvertes. Cet angle où la voiture semblait sur le point de décoller. Dans les semaines qui ont suivi, les commandes sont arrivées à un rythme que la direction de Mercedes n'avait calculé dans aucun de ses scénarios les plus optimistes. Le prix était élevé, très élevé pour l'époque, mais la liste d'attente s'allongeait de semaine en semaine. Mercedes avait construit la voiture que personne ne voulait. Et le monde entier la voulait. Mais cette histoire n'est pas seulement celle d'un succès commercial. Parce que les voitures, qui changent l'industrie, ne la changent pas seulement par leur vente. Elles la changent parce qu'elles prouvent que quelque chose qui semblait impossible est en réalité possible. Et la 300 SL a prouvé des choses que l'industrie a mis des décennies à assimiler complètement. L'injection directe de carburant sur une voiture de série était une nouveauté absolue. Les rivales de Mercedes utilisaient des carburateurs, le système habituel, depuis les débuts du moteur à explosion. L'injection directe était plus efficace, plus puissante, plus propre et plus complexe à fabriquer et à entretenir. C'est pour cela que presque personne n'osait la lancer en production de série. Mercedes a osé, et le moteur de la 300 SL développait 215 chevaux, un chiffre petit incompréhensible en 1954 pour une voiture que l'on pouvait conduire de chez soi à un dîner d'affaires. Elle atteignait 260 km/h dans sa version la plus affûtée. C'était la voiture de série la plus rapide du monde au moment de son lancement. Sans discussion possible, les ingénieurs qui concevaient des voitures à Détroit, à Coventry ou à Turin regardaient les caractéristiques de la 300 SL et avaient du mal à y croire. Non pas qu'ils doutent de l'honnêteté de Mercedes, mais parce que cela signifiait que la barre venait d'être placée à une hauteur qui les obligeait à repenser tout ce qu'ils croyaient si possible. Pendant les 2 années suivantes, la 300 SL a couru et elle a gagné. La Mille Miglia, cette course brutale de 1600 km sur les routes d'Italie dont les pilotes disaient qu'il fallait être fou ou mort de courage pour y participer. Les 24 heures du Mans, la Carrera Panamericana. Sur chaque circuit, sur chaque type de revêtement, sous chaque condition météorologique, la 300 SL a prouvé qu'elle n'était pas un symbole de luxe déguisé en voiture sportive. C'était un instrument de course que l'on pouvait, par hasard, emmener au restaurant. Et c'est alors qu'est survenue la tragédie qui l'a fauché en pleine gloire. Le 11 juin 1955, Le Mans, France. C'était en fin d'après-midi. La course se déroulait depuis des heures, sans incident majeur. L'équipe Mercedes avait l'avantage. Les mécaniciens dans les stands étaient satisfaits du rythme. Le pilote français Pierre Levègue pilotait l'une des Mercedes de course lorsqu'une collision s'est produite dans la zone des stands. Ce qui s'est passé dans les secondes suivantes fut l'accident le plus dévastateur de l'histoire du sport automobile. La voiture de Levègue s'est envolée. Les débris ont percuté la foule. Le moteur et des éléments de la carrosserie sont retombés au milieu des spectateurs. 83 personnes sont mortes. Des dizaines d'autres ont été blessées. C'était la plus grande catastrophe de l'histoire du moteur. Et elle s'est produite au moment même où Mercedes était l'équipe dominante des courses internationales. La direction de Daimler-Benz a pris sa décision le soir même. Mercedes se retirait de la compétition, pas seulement du Mans, de toutes les compétitions internationales, avec effet immédiat. Ce n'était pas une décision commerciale, ce n'était pas une décision de relations publiques, c'était une décision morale. Les dirigeants de l'entreprise ont compris que continuer à courir cette nuit-là, bien que le règlement le leur permît, était inapproprié avec 83 morts sur l'asphalte du même circuit. Et ils ont compris aussi que le contexte historique de l'Allemagne dans ces années-là faisait que toute image de triomphe allemand sur le sol français, quelques heures après une telle catastrophe, était une chose qui ne pouvait simplement pas avoir lieu. Mercedes ne reviendrait pas en compétition officielle d'endurance avant des décennies. La 300 SL a continué d'être fabriquée, mais sans la colonne vertébrale des succès sportifs qui avait bâti sa légende. Belle narrative d'invincibilité, Cullenhout et ses ingénieurs avaient construite circuit après circuit. En 1957, Mercedes lance la 300 SL Roadster, la version découvrable, qui résolvait le problème des portes, car sans toit, il n'y avait plus de contraintes de châssis empêchant l'installation d'une porte conventionnelle. C'était une magnifique voiture, c'était une voiture extraordinaire. Mais ce n'était plus la même chose. Les portes qui s'ouvraient vers le ciel étaient l'âme de cette voiture. Sans elle, elle n'était plus qu'une grande sportive de plus.
La production de la 300 SL, aile de mouette, s'est terminée en 1957. 1400 unités avaient été fabriquées, pas une de plus. 1400 unités pour une voiture qui a changé à jamais ce que le monde attendait d'une automobile sportive. Ce qui est resté après cette voiture n'est pas facile à mesurer, car ses conséquences se sont étendues sur des décennies et dans des directions que personne n'aurait prédites en 1954. L'injection directe de carburant, que la 300 SL a utilisée pour la première fois sur une voiture de série, est aujourd'hui le système standard sur pratiquement tous les moteurs à essence du monde. Chaque fois que vous démarrez une voiture moderne, vous utilisez une technologie que Mercedes a osé produire en série alors que personne d'autre ne l'avait fait. Le châssis multitubulaire, qui a obligé à inventer les porte-papillons, a directement influencé la conception des voitures de sport pendant des générations. Les ingénieurs de Ferrari, de Lotus, de Jaguar ont étudié ce châssis et en ont tiré des enseignements. Et les portes. Les portes, nées d'une contrainte d'ingénierie, de l'impossibilité de couper les tubes du châssis, sont devenues l'élément le plus copié, le plus imité, le plus rendu hommage de l'histoire du design automobile. Lamborghini les a adoptés, McLaren les a adoptés. Des dizaines de prototypes et de concept cars, au fil des décennies, les ont utilisés comme un signal visuel, indiquant que ce qui arrivait était différent de tout ce qui précédait. Une solution d'urgence qui est devenue synonyme d'exclusivité et d'audace. Rudolf Uhlenhaut a tieptuc de travailler chez Mercedes jusqu'à sa retraite. Il n'a jamais cherché la célébrité. Il n'a jamais publié ses mémoires. C'était le genre d'ingénieur qui préférait laisser parler ses voitures. Et ces voitures ont parlé très fort pendant des décennies. Les 2 unités de développement qu'il a fabriquées pour son usage personnel, des versions de la 300 SL embarquant la mécanique de la pure voiture de course, sont aujourd'hui les voitures T les plus précieuses au monde. L'une se trouve au musée Mercedes de Stuttgart. L'autre a été vendue en 2022 pour 135 millions d'euros, la voiture la plus chère de l'histoire. La voiture avec laquelle un ingénieur allait au travail. Max Hoffman a continué d'importer des voitures européennes aux États-Unis pendant des années. L'industrie américaine a mis du temps à reconnaître officiellement ce qu'il avait accompli. Mais sans Hoffman, la 300 SL n'aurait pas existé. Sans cette réunion à Stuttgart. Sans cette garantie d'achat minimum qui a convaincu un conseil d'administration sceptique. Sans le flair d'un homme qui n'a rien conçu ni fabriqué, mais qui a compris mieux que quiconque ce dont le marché avait besoin. Dans le monde de l'automobile, on parle beaucoup des ingénieurs qui ont conçu les voitures légendaires. On parle moins des personnes qui les ont rendues possibles quand tout le monde disait que c'était une mauvaise idée. Hoffman était de ces personnes-là, et l'histoire leur rend rarement justice. Et André Citroën? Non. Citroën est mort en croyant qu'il avait échoué. Mais il y a une différence dans cette histoire. Uhlenhaut a vécu assez longtemps pour voir sa voiture devenir une légende. Il a vécu pour voir des collectionneurs du monde entier payer des fortunés pour 1400 unités d'un modèle que ses patrons avaient regardé avec scepticisme. Il a vécu pour voir la 300 SL figurer sur les listes des meilleures voitures du siècle. Il a vécu pour voir qu'il avait raison. Il y a quelque chose d'étrangement juste là-dedans. Les visionnaires ne meurent pas toujours avant les applaudissements. Parfois, le monde rattrape son retard à temps. Et s'il y a une leçon dans cette histoire, c'est précisément celle-ci. Les choses qui semblent impossibles, inutiles ou insensées au moment où elles sont proposées sont exactement celles qui, le plus souvent, se révèlent indispensables une fois qu'elles existent. Le monde ne savait pas qu'il avait besoin d'une voiture de course qu'il pouvait emmener au cinéma, jusqu'à ce qu'elle existe. Et lorsqu'elle a existé, il n'a plus pu imaginer comment il avait pu vivre sans elle. C'est la Mercedes que personne ne voulait fabriquer. La Mercedes qu'un Autrichien installé sur Park Avenue s'est obstiné à faire exister. La Mercedes aux portes nées d'une contrainte technique devenue une icône. La Mercedes qui est morte au sommet de sa gloire sur un circuit français par une nuit de juin. Et la Mercedes qui reste aujourd'hui, 70 ans plus tard, la référence de ce qu'une voiture de sport peut et doit être. 1400 unités, le chiffre le plus petit de l'histoire pour l'influence la plus grande. Avant de partir, dites-nous dans les commentaires quels aspects de cette vidéo nous pouvons améliorer. Le scénario, le rythme, le type d'histoire, les modèles que nous choisissons, tout ce que vous pensez que nous pourrions faire mieux. Cela fait un moment que nous travaillons sur cette chaîne et nous voulons que chaque vidéo soit meilleure que la précédente. Et la seule façon d'y parvenir, c'est d'écouter ceux qui la regardent. Abonnez-vous si vous souhaitez continuer à découvrir ces histoires.